Bonjour et bienvenue à l'Indice du bonheur, un balado d'Atmanco. Je m'appelle Christine Chartrand, je suis avec ma collègue Marie-Christine Drolet. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, on est en feu. Oui, sujet du jour, le transfert d'entreprise. Oui, on en a vécu un. On en a vécu un, certainement, récemment. Moi, en tant que posture employé, puis toi, en tant que posture acheteur. C'est quand même un processus assez complexe, hein, Marie? Je considère que c'était quand même une expérience réussie, mais une étape assez importante pour les entreprises. Une étape qui présente des belles opportunités, mais aussi des petits risques associés. Donc, on va en parler aujourd'hui avec notre invitée. Sylvie Huard. Sylvie, bienvenue. Merci, je suis tellement contente d'être avec vous autres. Je vais te présenter. Sylvie est fondatrice et présidente de l'entreprise Harmonie Intervention, une entreprise qui a pour mission d'accompagner les familles en affaires dans leur quête de pérennité et d'harmonie, notamment lors de transfert de leur entreprise. Elle est coach, animatrice, médiatrice, autrice, blogueuse au Journal des Affaires, membre experte au groupe Entre Chefs, anciennement Groupement des chefs. Elle se distingue par sa connaissance pratique, ayant elle-même été à la fois cédante et repreneuse de diverses entreprises, qu'elles soient familiales ou non. Puis elle est détentrice d'un baccalauréat en psychologie, MBA, certifiée en famille en affaires et médiatrice accréditée. Écoute, on a la bonne personne aujourd'hui. Yes. Donc, Sylvie, un transfert d'entreprise, ça débute où? Ça se termine quand? Ah, quelle belle question. Ça débute où? Ça se termine quand? Là, on va aller tout de suite dans les types de transferts. Est-ce que c'est un transfert familial? Est-ce que c'est un transfert aux employés? Est-ce que c'est un transfert à une coopérative? Est-ce que c'est un B2B qu'on appelle business to business? Ça va vraiment faire une différence de ça débute quand, ça finit quand. On va citer Louise Cadieux, qui est une auteure extraordinaire, qui a documenté d'une façon de main de maître le transfert d'entreprise. Il y a peu de chercheurs dans le monde qui se sont arrêtés à ce sujet-là, qui est tellement vaste que ça va un peu à l'encontre d'un doctorat qu'on analyse une aiguille pendant des années et des années. Mais Louise a relevé ce défi-là. Puis ce qu'elle nous dit, elle, c'est qu'un transfert entreprise à entreprise, donc business to business, on peut penser de 3 à 6 mois. Si on va voir un autre auteur sur la confiance, ça peut prendre, si la confiance est là, 3 mois, pas là, ça peut prendre 2 ans et demi de due diligence, de tout ce que tu voudras, parce que la confiance n'est pas là. La confiance est fondamentale, mais ça peut être relativement rapide. Si c'est un transfert à l'interne avec des directeurs qui sont déjà à l'emploi depuis plusieurs années, etc., on parle de 5 ans. Et si on parle de transfert familial, on parle de 10 ans. Et là, j'ai Louise dans ma tête puis qui dit « Attention ». 10 ans à partir du jour où les repreneurs sont identifiés. Et là, on pourrait s'amuser longtemps là, parce que le père, il va dire, ou la mère va dire, mon fils, ma fille, ils le savent, c'est eux les repreneurs. Puis là, eux vont regarder leur père, leur mère vont dire, non, tu l'as jamais dit, on n'en a jamais parlé. Donc, 10 ans à partir du moment où ils sont identifiés. Et j'irais même à dire que les familles en affaires, c'est un sujet constant, récurrent, de génération en génération. Donc, il n'y a pas vraiment de début et pas vraiment de fin. En Europe, entre autres, par exemple, les Italiens aiment bien, ils n'ont jamais d'actionnaires, eux. Au-delà de la fiscalité, c'est toujours des fiducies, parce qu'il n'y en a jamais vraiment de transfert. Donc, voilà la réponse longue à cette question. Puis familial, pourquoi encore un autre 5 ans, 10 ans en tout? Pourquoi c'est plus long? Bien, c'est vraiment qu'une famille en affaires, quand on se fait former par Family Firm Institute aux États-Unis, ils ont beaucoup appuyé leurs recherches, leurs outils avec le Three Circle Model qu'on appelle, le modèle des 3 cercles. Puis en famille en affaires, ce qu'on veut, c'est s'occuper du cercle de la famille, s'occuper du cercle de l'entreprise et s'occuper du cercle de la propriété. Donc, on a 3 cercles à s'occuper. Quand on est avec des amis associés, on a aussi 3 cercles à s'occuper. Mais ce ne sera pas le cercle de la famille à ce moment-là, parce que ce n'est pas des membres avec qui on a des liens familiaux, mais ça va être des gens avec qui la relation est importante pour nous. Donc, il faut s'occuper de ces 3 cercles-là.
Donc, quand c'est notre fils ou c'est notre fille ou c'est notre neveu ou nièce ou cousin, cousine, ben là, on a plein de non-dits à adresser idéalement. Non-dit, ça veut dire, je dirais pas ça à mon fils, il le prendra pas, je dirais pas ça à ma mère, je sais qu'elle veut pas entendre ça. Et là, on tombe dans plein de potentiels imbroglios qu'on voulait pas adresser. Et maintenant qu'on veut parler de transfert, excluant le cédant, lui, ça t'intéresse pas très d'en parler parce que lui, il voit les niques partout. Il voit des niques de guêpes partout, il voit des piqûres, il voit des conflits potentiels. Fait que lui, il préfère pas en parler puis qu'on se concentre à faire les choses dans l'entreprise puis à bien servir les clients. Puis ce que tu as dit, c'est pour les transferts d'entreprise familiale ou en général? En que général. Le cédant veut pas. OK. En général, le cédant veut pas vraiment ouvrir cette boîte de Pandore. Puis, il a raison. C'est vrai que c'est une boîte de Pandore. C'est vrai que c'est complexe. Les gens ne se sentent pas nécessairement équipés pour gérer toute l'information, les sentiments, les émotions qui ressortent de ça. Absolument. Donc, on les comprend, puis en même temps, c'est tellement important de le faire. C'est tellement important de se munir d'un plan où autant repreneurs que cédants vont aller vers une vision commune de ce transfert-là. C'est quoi notre vision? Comment on va y arriver? Quels professionnels on a besoin autour de nous selon les inquiétudes qu'on a? Puis, tu sais, familial, c'est sûr que dans le pire des cas, on peut dire qu'un repreneur va dire à son père 10 ans plus tard, moi, là, je vais m'en aller peut-être en faillite parce que tu me l'as vendu trop cher. Là, dans cette phrase-là, il y a une multitude d'analyses qu'on peut faire. Est-ce qu'on a choisi le bon repreneur? Vous autres, Atman, qui fassiez des tests psychométriques, est-ce qu'on a choisi la bonne personne? Et souvent, dans un transfert d'entreprise, moi, ma 10e, ils me doivent toujours 750 000 $ puis je ne serai jamais payée. Je considère que je n'ai pas fait ma job de cédante comme il faut. Je n'ai pas identifié comme il faut ce qui allait arriver dans mon industrie, qui a été vraiment incroyablement difficile pour le domaine forestier. Puis, avoir bien cerné le défi, peut-être que le repreneur qui a pris la relève n'était pas la bonne personne avec le bon background. Non pas que cette personne-là n'était pas une bonne personne. Attention. Mais il faut vraiment aligner la personnalité avec le défi. Et souvent, ce que j'aime dire, c'est, alors qu'on aime beaucoup les tests psychométriques, on ne veut pas idéalement qu'ils arrivent au début de la réflexion. Ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent plus tard dans la réflexion. Ce qu'on veut qu'ils arrivent avant, c'est, moi, mon industrie, là, je suis dans quelle industrie, premièrement? Ça a l'air une question niaiseuse, mais on va payer des mandats de 30 000 $ pour savoir dans quelle industrie on est. Hein? Il y a le running gag de McDonald's. Hein? Moi, quand j'ai fait mon MBA, il disait, nos profs de stratégie même, ils s'engueulaient un peu parce que la stratégie, on peut la regarder de tellement de façons, mais il disait, McDonald's est dans quelle industrie? Maintenant, c'est plus connu parce qu'il y a eu des films sur eux, tout ça, mais là, on remonte en 94, c'était moins connu, puis la majorité d'entre nous, moi inclus, on disait restauration rapide. Mais ils disaient non, on est dans l'immobilier. Donc, dans quelle industrie vous êtes? C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir aller chercher des talents en lien avec notre industrie. Fait que dans quelle industrie on est? Dans quel positionnement on se donne dans cette industrie-là? Et de ça, c'est quoi ma vision dans 5 ans, dans 10 ans? Et de ça va découler un grand défi. Et de ce défi, mettons en place un profil de poste. Allons faire des tests psychométriques avec les individus qui resteront en liste. Parce que des fois, une famille en affaires, je dis, moi, j'ai 5 enfants, et s'ils veulent tous être PDG, je vais gérer ça comment? Je vais dire, quand tu vas avoir fait ça, il n'y aurait peut-être plus de candidats. Puis c'est correct, parce qu'on veut la pérennité de l'organisation. Et si l'individu n'est pas dans son talent, pas sûr qu'on va aider l'entreprise à être pérenne. Tu parlais dans un de tes articles qu'une des questions les plus pertinentes, c'était de dire le processus de sélection, est-ce que c'est le même que si ce n'était pas une personne apparentée, donc qui fait partie de la famille? Veux-tu nous en parler? Oh mon Dieu.
Des fois, quand j'arrive dans une famille en affaires puis qu'il y a certains litiges ou différends ou certaines fragilités, et par rapport à l'embauche puis par rapport au rôle que la personne joue, je dis comment a été le processus d'embauche? Est-ce que vous traitez les membres de la famille comme un employé? Souvent, ces entreprises-là peuvent être grosses ou moins grosses, mais ont souvent un processus d'embauche puis un processus d'évaluation. Et la plupart du temps, ils se regardent tous puis ils disent « Oh! » Puis là, le non-dit est extraordinaire et le silence qui accompagne cette question-là est magnifique. Puis la plupart du temps, on connaît la réponse. C'est non, on le fait pas. Voyons, c'est mon père, c'est ma fille, c'est ma femme, c'est ma cousine. Elle sait ce qu'il y a à faire. Je suis qui, moi, pour l'évaluer? Mais c'est parce que c'est comme si on décidait d'être un couple puis plus jamais se parler parce qu'on s'aime. Ben voyons. Mais non. Mais non, parce qu'on s'aime, on va se parler. Parce qu'on s'aime, puis qu'on s'aime soi-même, puis qu'on s'aime ensemble, on va dire nos limites, on va dire ce qui va bien, on va dire ce qui va pas, puis on va se réguler, on va prendre des décisions pour être heureux les deux. Puis c'est ça qu'on oublie quand on a des personnalités difficiles ou qu'on a un membre de la famille ou que je suis actionnaire avec mon ami. On va mettre les choses en dessous du tapis par amour. Quand on parle justement de critères, il y a aussi la notion d'équité par rapport aux autres employés, l'harmonie. Tu parles même de thermomètre d'ambiance. Peux-tu nous en parler? Je te dis que tu as fait tes recherches. Hein? J'adore ta passion et ton professionnalisme. Oui, c'est vraiment l'équité et l'égalité dans les familles en affaires particulièrement, c'est super important. Et souvent, il y a un des parents peut dire, moi, je veux que ce soit tout égal avec tous mes enfants. Puis souvent, les repreneurs vont dire, moi, je veux que ce soit équitable. Égal, c'est relativement facile. Équitable, c'est plus complexe. Équitable par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la scolarité? Est-ce que c'est par rapport au dévouement? Est-ce que c'est rapport au professionnalisme? Est-ce que ça a un rapport à le rôle que tu joues dans l'entreprise? Ça peut être... Est-ce que c'est par rapport à une aptitude que tu as, à une ambiance que tu es capable d'amener, à ton leadership? Ça va être équitable selon quels critères? Comment tu démêles ça? Avec beaucoup d'échanges, je dirais. Et c'est pas simple. On est en train d'organiser à l'Université Laval cet automne un panel sur le partage de la richesse. C'est une question qui m'interpelle au niveau mondial depuis plusieurs décennies. Ça va dire que je suis pas jeune, hein, mais bon, ça, je m'assume. Mais c'est tellement complexe, le partage de la richesse, et je suis abonnée à tout ce que fait Atelier 10, que j'adore, dont je suis tombée sur un essai sur la juste part, coécrit entre autres par Patrick Turmel, qui est un philosophe, et qui nous amène à réfléchir, parce qu'on ne l'a pas trouvé, hein, ni le capitaliste, ni le communiste, ni le socialiste. Je considère qu'on n'a pas trouvé la bonne formule encore, mais amène tellement une belle réflexion qu'avec lui et Marie-Pierre Tremblay et Luc Audebrandt et 3 panélistes, dont Caroline Tuot, qui est présidente de l'Entrechef en ce moment, et 2 autres panélistes, de traiter du sujet. Comment on partage la richesse? Donc, sur quelle base? Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est équitable? C'est très complexe. Puis quand on se préparait avec le panel, les 3 praticiens, là, autant Caroline que Stéphane que Miguel, on arrivait tous à dire, ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Quand on parle du partage de la richesse, puis qu'on parle de l'importance, puis qu'on va dans les sous-menus de ce partage-là, de cette équité-là, on arrive au bonheur. On veut être heureux, on veut que la planète survive, mais c'est complexe comment on va l'adresser. Fait que j'ai demandé à ces chercheurs-là, pouvons-nous simplifier, là, je fais mes petits doigts de guillemets, parce que simplifier, ça reste complexe, de parler du transfert de la richesse sociétale à transfert de la richesse dans les familles en affaires. Et c'est cette réflexion-là qu'on va avoir aussi, mais c'est pour dire à quel point c'est complexe. Parce que là, on va avoir 3 spécialités, philosophie entrepreneuriale et développement durable, parce qu'on veut la pérennité, avec 3 personnes spécialisées sur le terrain qui le vivent. Et tout le monde est content parce qu'il n'y en a pas de réponse facile. Mais on peut-tu au moins avoir les critères de réflexion? Est-ce qu'on peut un peu guider la démarche sur comment on va faire ça?
Tu sais, la mère, le père peuvent avoir des critères différents, l'enfant peut avoir des critères différents que le cousin, que l'oncle, que la tante. Est-ce qu'on peut jaser ensemble? Est-ce qu'on peut s'asseoir de façon sécuritaire dans un endroit et d'exprimer nos besoins qui sont différents, chacun d'entre nous autour de la table, puis qui vont être sûrement différents de la famille en affaires à côté ou des amis en affaires l'autre côté de la rue qui ont décidé un autre processus, un autre concept, qui ont d'autres valeurs et d'autres objectifs. Et c'est ça qu'on veut créer. On veut créer ces espaces-là où ces discussions-là seront possibles, à savoir est-ce qu'on veut l'égalité ou l'équité. Et du moment où on débute cette réflexion-là, il n'est pas rare que ça peut prendre 5 à 10 ans avant d'arriver à une conclusion qui sera satisfaisante pour tous. Et je pense que pour qu'elle soit satisfaisante pour tous, doit être vraiment, il doit y avoir des jases qui doivent arriver au fil du temps. Pas une dans 10 ans et pas au brunch du dimanche. Puis, ma fille, mon garçon, est-ce que tu veux reprendre l'entreprise? Voyons, ça sort d'où ça matin? Là? Puis on parle de, excuse-moi Marie, d'un repreneur heureux, on va se le dire. Il faut voir plusieurs choses. On a parlé de l'ADN, la personnalité, il est équipé naturellement pour combler ce type d'aventure, là, on va le dire. On a aussi le côté motif et volonté. Ça rentre dans la conversation. Est-ce que vous voyez que les entreprises l'oublient un peu, le volonté, motif, ADN, les trois? Oui, pour répondre à la question, est-ce que je trouve qu'ils l'oublient des fois? Oui, absolument. Toujours au nom de l'amour. L'amour de l'entreprise et l'amour des amitiés ou de la famille. Puis cette conciliation-là, quand on la garde à l'intérieur de ses rêves ou de ses cauchemars la nuit, c'est pas très fonctionnel. Et c'est là qu'on veut offrir des processus sécuritaire pour que les gens aient le courage d'adresser ces sujets, qu'on n'aura pas la réponse. Puis un entrepreneur, c'est habitué, quand on lui pose une question, il a la réponse. Et là, il n'a pas la réponse. Puis ça, il ne tente pas bien d'ouvrir un sujet qui n'a pas la réponse. Tu parles d'entrepreneurs, il y en a plusieurs qui disent qu'ils veulent quitter, mais quand on regarde, ça s'étire souvent. Ils ont de la difficulté à laisser la place aux autres. Comment tu vois ça? Comment tu gères ça? Si j'ai prédilection de mon cœur, moi, j'ai été actionnaire à 13 ans parce que mon père a fait un gel successoral. J'avais 5 frères plus vieux que moi, on était dans le domaine forestier. Mon père disait, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Tu sais? Puis ils ont décidé de m'inclure dans le processus. Là, on parle d'identité d'entrepreneur. Mon père, c'est un homme analphabète qui a été maire de son village, qui a été commissaire scolaire et qui a parti son entreprise. Puis son identité s'est forgée à travers son entreprise. Il est devenu quelqu'un à travers son entreprise. Et on voit, c'est malheureusement pas adressé. Papa, il a quitté son entreprise à 52 ans. Pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons. Plus des bonnes, je pense. Et il n'était pas prêt. On ne savait pas que ça existait, ça, l'identité entrepreneuriale. On a Roxane de la Sablonnière, que j'aime beaucoup comme auteure, qui travaille à l'Université à Montréal, puis elle nous a aidés à réfléchir là-dessus, puis à quel point c'est complexe, ça aussi, puis à quel point c'est important de l'identifier, de le nommer et de les préparer à avoir une vie après, si c'est une vie après qu'ils veulent. Parce qu'il y a bien des entrepreneurs comme mon père, que la vie après, c'est ça, sa vie. Mm-hmm. Et il n'est pas malheureux. Il n'était pas malheureux là-dedans. Ben, vraiment pas. Vraiment pas. Ben, à un moment donné, il y a eu une belle entreprise, mais il y avait 6 enfants là, qui voulaient de la place. Fait qu'à un moment donné, tu sais, l'espace était restreint. Et ça n'a pas été négocié. Comment on pourrait cohabiter ensemble? Et tout cet espace sécuritaire où on aurait pu avoir toutes sortes de conversations, parce qu'eux sont allés à l'égalité. Tout le monde avait des actions pareilles. Parce que c'est simple d'aller à l'égalité. Ça peut être ça, la bonne réponse. Mais on souhaite que ce soit la réponse après que ça a été jasé avec toutes les parties prenantes. Pas dans le bureau avec le cédant
et son comptable seulement. J'ai rien contre les comptables, pas du tout. Ils font un excellent travail. On a besoin d'eux. Les fiscalistes aussi. Mais je souhaite que cette conversation-là se fasse avec plusieurs parties prenantes et les principales concernées, ça serait le fun qui fasse partie de la discussion. Mais dans un environnement sécuritaire, je le répète, pour pas que le cédant porte tout seul toutes ces conversations de panier de crabes qui peuvent mordre des doigts pour vrai. Là. Je nie pas la complexité de la discussion, mais il me semble qu'un entrepreneur, ça n'a pas peur, ça, dans la vie. Ça a peur de bien des affaires, mais on fonce quand même. Ben, j'aimerais ça qu'on retienne qu'il y a lieu d'ouvrir des conversations difficiles de façon assistée, de façon sécuritaire, pour arriver à bon port puis de s'aimer encore. Mais tu as parlé tout à l'heure de, justement, de ton père qui aurait dû partir, il y en avait 6 qui poussaient. Si c'était aujourd'hui dans une notion de chacun peut avoir une valeur ajoutée, chacun peut avoir un rôle qui va évoluer, etc., puis tu n'as pas besoin d'être le CEO ou le président ou la présidente pour avoir une identité, est-ce que ça pourrait être différent? Est-ce que tu le ferais? Si tu intervenais auprès d'une famille comme la tienne... Eh mon Dieu, c'est sûr que oui et non. Je m'explique. Oui, ça pourrait être très différent. C'est pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. Là, on ne se comptera pas de pipe aujourd'hui. Hein? Je fais tout ça parce que j'en ai vécu 11 transactions d'actions dans ma vie. C'est pas rien. Puis j'ai vu plein de désastres. De mon père qui est mort d'avoir quitté sa business alors qu'il n'était pas prêt. Mes frères qui n'ont pas eu toujours les discussions qu'ils auraient dû avoir parce que ça les aurait aidés à se comprendre mutuellement. Bien, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une gouvernance pour chacun des cercles. On veut une gouvernance pour la famille, on veut une gouvernance pour l'entreprise, puis on veut une gouvernance pour la propriété. C'est ça le modèle des 3 cercles. On sait que ça marche. L'équilibre. On sait que ça marche. Il y a des chercheurs partout dans le monde qui ont étudié ce principe-là. Je le vois quand je l'instaure dans mes familles en affaires. Moi, je suis une petite entreprise de rien du tout. Je travaille avec ma fille, Karine, qui vient nous aider de temps en temps. Et on a tout ça, imaginez-vous donc. On a un comité consultatif avec 2 externes que je paye la BDC pour venir nous aider. J'ai un comité exécutif qui est mon frère qui fait ma comptabilité, qui est avec nous dans ces rencontres-là. Et le conseil de famille, là, on est sur une liste d'attente. Il y a tellement de besoins dans la société en ce moment pour nous assister dans notre conseil de famille. C'est fondamental d'avoir des gens pour nous aider dans ces processus-là. J'y crois tellement que j'investis moi-même étant une très petite entreprise. Et dans ces instances-là, qu'est-ce qu'on fait? On définit une vision de la famille, vision de l'entreprise, vision des propriétaires. Puis là, des fois, ils me demandent, Sylvie, pourquoi tu dis entreprise, propriétaire? Bien, l'entreprise, c'est vraiment ce qu'on apprend dans les universités. Le force, faiblesse, opportunité, menace, le plan stratégique, la vision. Ça, les gens, ils le maîtrisent quand même assez bien. Est-ce qu'ils le font toujours? C'est une autre question. Rentrons pas là-dedans. Mais en tant que propriétaire d'entreprise, mets ton chapeau de banquier. Quel investissement tu fais? Est-ce que ton désir d'actionnaire ou d'investisseur, est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est le retour sur l'investissement? Est-ce que c'est la maîtrise? On a un excellent article là-dessus. C'est important qu'ils s'entendent là-dessus. La plupart du temps, ils me regardent en voulant dire les 3. Non, désolé, tu vas devenir schizophrène parce que tu dois t'aider à faire des choix au quotidien. Puis si tu es plusieurs actionnaires, tu souhaites que ces gens-là aient le même focus. Fait que c'est important qu'ils s'entendent là-dessus. Fait que dans chacun des cercles, c'est important d'avoir où on s'en va ensemble, où on veut se diriger ensemble. C'est quoi les valeurs qui vont faire qu'on va rester dans le chemin tout au long du temps. Puis quand on dévie du chemin, c'est pas une personne qui va dire tu dévies du chemin, c'est regarde ici, on s'est entendus ensemble. C'est là qu'on allait, c'est ça nos valeurs. Est-ce que tu considères dans le comportement que tu as là que tu joins ces valeurs-là, que tu joins cet objectif-là? 2 choses peuvent arriver. La personne peut dire « Mon Dieu, merci. J'étais juste dans ma passion puis dans mon modus operandi habituel, puis j'ai mis ça de côté. T'inquiète, je comprends très bien. On a tellement eu de jazz dans nos forums. C'est ça l'important. Ben oui, on a tellement eu de jazz pour arriver à ça. Ben, je suis encore d'accord. » Ou ils disent « C'est vrai qu'on a décidé ça, hein, mais je pense que c'est le temps qu'on se rassoie. Parce qu'il est arrivé telle chose, on a tel compétiteur qui est arrivé, on a tel employé de confiance qu'on a perdu, la donne a changé.
Puis, oups, c'est vrai, c'est vraiment important qu'on se rassoie. Il faut qu'on en parle de cette donne qui a changé là et qu'on réactive et qu'on redécide où on veut aller ensemble. Et c'est ça, ces instances-là, qui vont permettre de se ramener. Oups, je suis en train de l'oublier, celle-là, je suis en train de m'éparpiller, de m'égarer. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, on est bon là-dedans. Oups, refocusons si on veut avoir du succès. Ou réajustons-nous. Parce que ça aussi, c'est la réalité des entrepreneurs. Excuse-moi. Pardon. En fait, tu as parlé de prix tout à l'heure, puis tu m'as arnaqué. Au niveau du prix, puis je vois, nous, on nous appelle à l'occasion. C'est souvent des employés qui vont dire « Hey, là, il y a le fils qui va reprendre ou la fille qui va reprendre. » Puis ça ne fonctionne pas. Christine, pouvez-vous les évaluer, un peu enlever les émotions, avoir une vision externe, etc. Donc, il y a ce volet-là, mais il y a aussi le volet... combien est-ce qu'on la donne ou presque, l'entreprise, si on veut faire pratiquement un cadeau? J'ai certains entrepreneurs qui disent, moi, pour être juste auprès de tous mes enfants, je vais le vendre au juste prix. Je vais peut-être ajuster les conditions, mais je vais le vendre au juste prix. Puis, où est-ce que tu te situes, toi, là-dessus? Puis, comment est-ce que ça se détermine un prix? Je sais que c'est pas facile, là. Moi, j'ai déjà un entrepreneur qui a dit « Marie, je vais te régler ça rapide. Le prix, c'est ce que l'acheteur est prêt à acheter. Puis le vendeur est prêt à vendre. Mais parfois, c'est dans des contextes où il y a la famille, il y a plusieurs enjeux qui influencent ou certaines dynamiques qui vont influencer. Grosse question, là. C'est vrai que c'est une grosse question qu'on peut prendre de plusieurs angles, mais je pense que dans la pratique, ce qu'on voit qui fonctionne relativement bien, c'est d'avoir une tripartie qui va faire l'évaluation de l'entreprise avec un procédé reconnu, avec des méthodes d'évaluation qui sont reconnues d'un tiers que toutes les parties prenantes ont confiance. Ça, c'est bien important, surtout quand on parle de familial. Puis, je souhaite que les repreneurs soient actifs dans ce processus-là. Des fois, ils disent, hey, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère, j'ai pas besoin de m'en mêler. Ça sera ce que ça sera. De toute façon, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Ouais. Ça, c'est déjà pas un bon début. Ouais. On veut que chacun pose ses questions. C'est toi qui vas assumer ce prix-là après, là. Fait que, oui, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante ne sont pas mal intentionnés. On est d'accord là-dessus. Mais un entrepreneur a tendance à surestimer sa valeur. Je ne sais pas si c'est comme ça en entreprise familiale, mais... C'est sûr qu'on entend beaucoup ça, l'histoire du 1 million. Là. Chaque cédant, il dit comme le mot magique, mais en entreprise, vaut 1 million. Oui, c'est vrai que ça existe aussi. Puis, tu as souvent des familles en affaires qui décident aussi de pas la vendre, il n'y aura jamais de déboursé d'argent. Il y en a qui ont des déboursés. On sait que le financement est relativement facile à avoir de nos jours, en autant que ton entreprise, évidemment, est rentable et qu'ils ont confiance au management. Aux entrepreneurs. Aux dirigeants. Là, on revient à la sélection, faire ses preuves. C'est quoi ta vision dans cette industrie-là? C'est quoi ton positionnement? Puis quel profil? C'est quoi le défi? C'est quoi le profil? Puis c'est qui le bon... On revient là quand même assez souvent. Il faut que la confiance soit là. Confiance des parties prenantes, confiance des employés. Puis une chose que je dis souvent qui est importante de se rappeler, c'est que les employés vont regarder le cédant pour voir s'il doit avoir confiance au repreneur. Puis ça, le cédant n'est pas toujours conscient, je trouve, de ça. Fait que devant ta gang, là, la gang, c'est pas le repreneur qui regarde, c'est toi, comment tu le regardes, ce repreneur-là. Oui. Comme de donner l'entreprise ou un repreneur, il faut qu'il fasse ses preuves aussi. Puis comment? Pas juste pendant 6 mois, là. Et c'est là que les réunions qu'on va avoir dans chacun des cercles fait une énorme différence. Parce qu'en gang, dans l'équipe, on voit le leadership apparaître dans ces rencontres-là. Le leadership naturel, peu importe le titre qu'il a et le rôle qu'il joue dans l'entreprise. Et cette crédibilité-là, c'est le défi le plus important pour un repreneur. Pour le cédant, le défi le plus important, c'est son identité. Il faut vraiment qu'il s'occupe de son identité. Moi, j'en ai un, entre autres, là, un repreneur qui a quand même une grande entreprise. Je dis, tu as toujours été super entouré parce qu'il y avait une grande entreprise. Bien, la prochaine étape, je te souhaite d'être tout autant équipé, mais pas avec les mêmes professionnels. Tu sais, moi, je souhaite à tout cédant d'avoir un psychologue, d'avoir un orienteur,
de retrouver ses passions, de reconnecter avec ses passions, peu importe ce qu'ils sont, selon sa personnalité. C'est fondamental pour l'autre étape d'après, soit avoir plus de liberté ou prendre sa retraite. Mais c'est super important. C'est des gens passionnés que leur vie a été autour de leur entreprise, là. Fait que s'ils s'en vont chez eux, regarder la télé ou aller prendre un café sur le Tim Hortons, c'est pas sûr qu'ils vont être épanouis, là. Ils n'auront plus de responsabilité, ils n'auront plus le stress de pérenniser l'entreprise. Mais ça se peut qu'il meure avec. Moi, je considère que mon père, c'est ça qui est arrivé. Il est mort avec. Il n'est pas mort instantanément quand il a quitté, à 52 ans, je le répète. Mais ses lumières dans ses yeux sont parties, moi, je trouve, cette journée-là. Puis on les a jamais revues, ces lumières-là, dans ses yeux. Puis il est tombé malade. Puis une douzaine d'années plus tard, il est décédé. Même chez certains entrepreneurs, c'est d'apprendre à dire, bien, finalement, je ne veux pas quitter. Absolument. Mais là, j'ai un sketch qui montre ça. Voulez-vous que je fasse mon sketch? Vas-y. Oui. Alors, le sketch, là, je vais imiter le sédan. Ouais, bon, la jeune, ils sont vraiment bons. Fait que j'ai décidé pour les encourager, pour les mobiliser, leur donner des actions. Un petit pourcentage, là, mais quand même, je les trouve vraiment super. Fin du sketch du sédan. Les repreneurs. Ouais, il dit qu'il me les a donné, les actions. Il pense ça, lui. Moi, je trouve que je les ai payés en tabarouette, mes actions. Puis là, jusqu'à maintenant, je me suis tue parce que c'était pas à moi. Mais là, c'est à moi. Là, je vais m'affirmer. Fin du sketch. Est-ce qu'on est en train de placer le bon contexte pour avoir des échanges fructueux? Pas certain. C'est là qu'on veut encore ces instances-là, cette sécurité-là, cet espace sécuritaire. Parce que autant l'un et l'autre, ils ont des belles intentions pareilles, là. Tu sais, le repreneur, lui, c'est lui qui va avoir la responsabilité. Fait qu'il veut que les bonnes décisions aujourd'hui se prennent, puis il n'est pas nécessairement d'accord. Fait que c'est important qu'il le nomme. Puis le cédant, ben, il veut que ces enfants-là ou ces repreneurs-là s'épanouissent puis qu'ils réussissent avec l'entreprise. Fait que lui aussi a avantage à écouter puis à parler. Les deux côtés ont de l'avantage à écouter et à parler. L'équipe de direction, là-dedans, a avantage à s'écouter, mais à parler. Mais ça prend des places où on va échanger en sous-groupe. Autant le cédant-repreneur, c'est important qu'ils aient leur place à eux. Autant les actionnaires, leur place à eux. Autant le comité exécutif, comité de direction, c'est important qu'ils aient leur place à eux. Et la famille aussi. Si tu avais à nommer les besoins tu as parlé du cédant, là, justement, de voir l'avenir. C'est une démarche d'orientation en soi pour se projeter ailleurs, pour avoir des projets, etc. Pour le reprenant, et pour les employés, c'est quoi leurs besoins? Bien, c'est sûr que le repreneur, son besoin, c'est d'être crédible. Parce que s'il n'est pas crédible et qu'il n'inspire pas confiance, il n'y a rien qui va être possible. En transfert d'entreprise, on parle souvent du 100 jours quand tu prends les commandes. Puis on dit, idéalement, prends un projet que tu es dans tes talents vraiment de façon très précise et que tu as dans ta perception, parce qu'on n'a jamais une conviction, mais dans ta perception que tu as 150% des chances de réussir. Et j'aime. Attaque ce défi-là, ou prends ce défi-là, j'aime pas le verbe attaquer, mais prends ce défi-là avec passion, avec amour, puis inclus ton équipe pour que vous appreniez à vous connaître dans le succès. Ça, c'est une belle façon de rentrer tout doucement. Puis dans les rencontres qu'il y aura régulièrement, c'est ce qu'on leur souhaite vraiment, et qui se donneront une vision commune, un plan de match. Et là, bien, ce sera important que chacun s'engage et fasse ce sur quoi il s'est engagé. Puis on le sait dans les rencontres, le plus grand défi, c'est quand ils sont en rencontre, ils sont passionnés, puis ils disent « Ah oui, je vais faire ça », puis l'autre va faire ça, puis là, je dis « Pour quand? » Puis j'ai dit « Attention. Mettez-les plus tard que plus tôt, parce que n'oubliez pas que vous avez déjà une job à temps plein au-delà de les to-do que vous venez de vous donner. Puis c'est là que la crédibilité peut diminuer au fil du temps, quand c'est toujours la même personne qui fait jamais ses to-do. Puis qu'il y a cette pensée magique, qui souvent, on va souvent voir le commentaire, le bébé gâté, l'enfant du propriétaire ou de la propriétaire. Moi, je l'ai souvent entendu, ça, ces commentaires un peu négatifs, à tort ou à raison, mais je pense que c'est une bonne piste là, pour commencer à dire s'assurer d'un succès, en prendre peu, mais les réussir.
Mais là-dessus aussi, moi, je pense qu'il faudrait regarder le regard du cédant. Moi, dans ce que j'entends, dans le commentaire que tu viens de faire, moi, tout de suite, j'irai voir le regard du cédant. Est-ce que le cédant pense ça? Je douterais que peut-être que oui. Fait que, OK, on va aller voir ça, le cédant. Est-ce que tu crois en ta relève? Et c'est là que les réunions deviennent importantes parce que moi, ce que je vois là, quand ils les mettent en place, c'est « Oh, wow! J'ai des bombes de repreneurs, je ne l'avais pas vu. Oh, wow! Moi, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, mais eux, ils ont quelque chose que j'ai pas. Là. Et cette lumière qui allume dans les yeux mutuels de ces personnes-là, c'est là qu'il arrive des beaux petits miracles. Puis est-ce que ça arrive que le cédant croit au repreneur? Ben oui. Mais que le repreneur ne croit pas en lui-même. Oui. J'ai quelqu'un qui, s'il écoute ce podcast, il va dire « Ah, elle pensait à moi, c'est sûr. » Oui, ça arrive. Ça arrive. Et là, moi, je trouve que c'est important de retourner à on est dans quelle industrie, on se positionne comment dans cette industrie-là, c'est quoi notre vision, puis c'est quoi le défi qui en découle. Dans ce cas-là, la gang voulait lui. La gang voulait lui. Fait que as-tu pensé comment qu'il part avec des longueurs d'avance, peu importe son profil, peu importe son désir? Fait que, oui. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Même s'il y a des super qualités de leader, de manager, si on le met devant le risque, s'il doit mettre sa maison en garantie, là, on est dans une... C'est pas fait pour tout le monde. Absolument. C'est sûr que ça dépend à quel transfert générationnel qu'on est. Tu sais, si on est du premier au deuxième ou du deuxième à troisième génération, au troisième à quatrième, souvent, ce défi-là n'est pas le même parce qu'il y a quand même une structure organisationnelle, quand même une équipe multidisciplinaire, on est quand même à des niveaux différents. Donc, on parle peut-être plus de gestionnaire que d'entrepreneur. Tu sais, on en parlait tout à l'heure avant de commencer le podcast. Tu sais, il y a vraiment une différence. Puis Louise, elle l'a bien documenté aussi, Louise Cadieux, cette différence entre l'entrepreneur et le gestionnaire. Donc, il faudrait aller voir dans cette entreprise-là, est-ce que c'est un entrepreneur dont il a besoin ou c'est un gestionnaire? Et ça me ramène, c'est quoi notre défi en ce moment avec le positionnement puis la vision et tout ça? Puis là, on va définir c'est quoi notre profil du repreneur qu'on a besoin. Test psychométrique, puis s'assurer qu'on a la bonne personne. Est-ce que ça arrive dans tes expériences que le ou la gestionnaire la plus performante dans l'entreprise, c'est celui-là là, qu'on veut mettre repreneur? Là? Parce qu'il a fait ses preuves sur le terrain, il a fait ses preuves en entreprise en tant que salarié. Là, est-ce qu'on a tendance à dire, ben, toi, là, tu vas être le meilleur? Là, parce que tu travailles fort, tu as fait tes preuves. Oui, c'est sûr. Ça me fait penser un peu le même défi quand on veut mettre un meilleur vendeur, directeur des ventes. Ouais. On a donné le même exemple. Exemple hier. Voilà, exactement. Fait que faut faire attention. Hein. Ça peut être on peut se tirer d'un pied des deux bords. Là. On va perdre son meilleur, peu importe si c'est dans les ventes ou dans la production, ou peu importe. C'est vrai. On va perdre son meilleur dans les opérations, puis ça sera pas nécessairement le meilleur en gestion. Donc, encore là, je pense que le profil de poste, en lien avec le défi du département ou de l'entreprise, c'est super important d'aller toujours rattacher ça à on est où dans notre industrie, puis on est où comme entreprise en ce moment. Puis ce département-là, c'est quoi ses enjeux? L'analyse, malheureusement, on a des gens d'action. Hein. Les entrepreneurs, c'est des gens d'action. Fait ils se lèvent le matin, ils sont inspirés, ils ont une intuition. Go, on y va. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. J'ai un peu ce tempérament-là aussi. Mais je pense qu'en vieillissant, puis avec la sagesse, on s'aperçoit que des fois, on aurait pu éviter que claque sa gueule quand même. Puis quand on parle que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon cousin, c'est mon fils, c'est ma sœur, ben, je pense que ça vaut la peine d'analyser un petit peu plus puis de se donner des chances de réussite. Un peu comme notre 90 jours, tantôt le 120 jours, tu sais, de se donner un défi à la mesure où on va être capable de le dépasser même comme objectif pour avoir la pérennité et l'harmonie. Puis ben pour ça, je pense que chaque être, idéalement, doit être épanoui puis à la bonne place. Quand tu arrives en entreprise, on t'appelle. Puis tu as comme ton scan, j'imagine, après autant d'années... quelles sont tes lumières rouges, puis à l'opposé, qu'est-ce qui fait que tu dis ça devrait bien aller, là. Ça devrait, c'est pas gagné d'avance, mais il y a quand même des éléments qui me laissent croire que ça va être quand même assez fluide. Il y en a un qui m'est venu tout de suite quand tu as commencé ta question. Continuer à se parler dans le désaccord.
Si les gens ne sont pas capables de faire ça, ça va être difficile. Ça va être difficile à bien des niveaux parce qu'on empêche les gens d'évoluer en leur privant de rétroaction. Et j'ai bien aimé l'autre podcast de Luc, Éviter d'éviter. Oui. Il disait ça. Éviter d'éviter. Je suis tellement d'accord avec lui. Fait que pour moi, c'est la même que ma petite marotte à moi qui continue à se parler dans le désaccord. Ça, c'est ta lumière rouge. C'est fondamental de faire ça en processus de transfert. C'est fondamental, puis c'est pas simple. Et c'est là qu'on a besoin de la gouvernance dans nos 3 cercles pour arriver à faire ça en douceur, pour arriver à faire ça dans le respect, puis donner le support à chacun des individus pour progresser individuellement dans leurs défis propres aussi. Puis dans le positif, ça serait quoi les ingrédients? Tu dis, hey, celle-là, là, ils ont de Développement personnel. OK. Dans quel sens? Dans le sens que moi, j'aime bien l'analogie qui dit qu'être entrepreneur ou avoir une entreprise, c'est un sport extrême. J'y crois fondamentalement, puis aujourd'hui encore plus. Fait que sport extrême égale pour moi ouverture d'esprit, engagement, analyse. Ça égale plusieurs choses. Puis si tu veux pas te développer en tant qu'humain dans cet environnement-là, c'est difficile. Donc, ceux qui font du développement personnel et qui veulent toujours s'améliorer, je pense que c'est un ingrédient super précieux. On parlait de opportunisme positif, c'est un peu ça, de se développer dans cette opportunité là, Tellement. versus opportunisme un peu négatif pour des mauvaises raisons. Tellement. Ma fille et moi, on travaille ensemble, puis heureusement, on est très différentes, ma fille et moi. Et Heureusement, j'aime ça. Oui, heureusement. Et tout le défi que ça comporte, parce que être différent, ça veut dire qu'on a des paradigmes souvent différents. On a une approche du monde qui est différente. Et d'arriver à se comprendre, c'est beaucoup de défis. Et ça, il faut se parler. Il faut avoir des endroits pour se parler profondément. Et c'est là qu'avec nos réunions, on va arriver à le faire. Mais on est complices aujourd'hui, ma fille et moi, comme jamais on aurait pu l'être sans l'entreprise. Au quotidien, là, tu vois ce que t'aimes au quotidien, c'est fou, là. Il n'y en a plus de temps pour les familles. Les gens travaillent à des horaires de fou. Les jeunes travaillent la fin de semaine, la semaine. On se voit quand? Il n'y a plus de temps pour se voir. Mais quand tu as une famille en affaires ou que tu as des amis en affaires, wow! Tu es avec des gens que tu aimes tout le temps. C'est extraordinaire, mais ça invite aussi des défis extraordinaires. De continuer à se parler dans le désaccord, de continuer à se comprendre, de continuer à avoir la bonne intention de chacun. C'est juste comme ça qu'on peut continuer à se parler dans le désaccord. Des amis, des familles, ça peut éclater aussi avec l'entreprise. Ça peut être triste. Ça peut être triste, c'est vrai. Des fois, on me demande, je suis médiatrice, comme tu l'as dit au début, on me demande, c'est quoi le taux de succès, Sylvie? Je vais dire, oh, quelle belle question. Je vais dire, définis-moi succès, je vais te répondre après. Alors, je m'explique. Pour moi, une médiation, par exemple, quand ça éclate et que les gens ont le courage d'aller vers une médiation, c'est un outil tellement extraordinaire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on allume la lumière de l'aréna. Tu sais, quand on arrive d'une aréna, je ne suis pas une spécialiste d'aréna, mais je présuppose qu'il fait noir quand les lumières sont fermées. Parce que je pense qu'il n'y a pas de fenêtre. Fait que tu arrives dans une aréna, puis là, tu t'enfarges dans le banc. Là, il y avait des bottes, tu manques de tomber. Tu frappes la bande avec la vitre autour de la bande. Tu es super maladroit, tu sais. Et là, tu allumes les lumières de l'aréna. Tu l'accrocheras plus, le banc. Tu n'accrocheras plus les bottes. Tu ne te pèteras plus à la tête après la fenêtre parce que tu vois ton environnement. Alors, ces familles-là, ces équipes-là qui vivent des traumatismes ou des choses épouvantables, bien souvent, c'est parce que les lumières sont éteintes. Parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils sont bien intentionnés. En tout cas, ceux que je connais. Donc, allumons les lumières. Voyons ce qui est là. Et voyons si on veut rester dans l'aréna ou si on veut en sortir. Pas de mauvaise réponse. Pourquoi? On va être heureux. On va avoir du bonheur. On va être épanoui. Donc, allumons les lumières. On a parlé beaucoup de cédants, de reprenants. Les employés sont souvent victimes
à plusieurs niveaux, des bonnes et des moins bonnes décisions, des bonnes dynamiques et des moins bonnes dynamiques. C'est quoi la perspective dans un transfert d'entreprise, là, la perspective de l'employé? Dans un de vos podcasts que j'écoutais, j'ai adoré, je pense que c'est Luc, mais je ne suis pas certaine, j'en ai écouté quelques-uns, qui disait « L'autre génération, il y a marché l'usine. Mm-hmm. » Puis il disait « On dirait que les nouveaux dirigeants sont plus dans leur bureau, vont moins accès aux employés. » Je dirais que la bonne réponse, c'est de garder le contact. Garder le contact avec toutes nos parties prenantes, puis les employés, mon Dieu, Seigneur Jésus, qui en font partie de ces parties prenantes-là. On le sait à quel point c'est difficile de recruter puis de garder nos employés. Bien, la culture doit être là. L'employé veut sentir qu'il est important pour l'entreprise et qu'il fait une différence. Puis je pense qu'il y a besoin d'aussi ce contact-là avec les entrepreneurs, avec les propriétaires de l'entreprise et de sentir qu'il est important. Et je pense que s'il sent ça, bien des possibles vont être là parce qu'il va se sentir le droit d'aller dire quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Combien de fois les employés sont déçus quand il arrive un consultant alors qu'ils n'ont pas été consultés eux-mêmes, les spécialistes du quotidien de cette entreprise-là. Mm-hmm. Fait que moi, dans le temps que j'étais présidente de groupe Kéops, j'avais la rencontre de la présidente. Je voyais tous les employés, on était 41, on n'était pas 1000, là, mais qui, 1 à 2 fois par année, parce que j'en faisais 1 par semaine. Fait que j'avais le temps de recommencer la prochaine batch avant la fin de l'année. Mais tu sais, c'était magique, là. Ça durait 15-30 minutes. C'était magique. Puis la personne avait l'opportunité de dire une chose qui était importante pour elle. Cette personne-là, peu importe si c'était constructif ou négatif ou optimiste, mais elle avait une porte où elle pouvait dire, où elle serait entendue. Bien, évidemment, sans jugement. Si on fait cette démarche-là puis que l'employé sent que ses dires vont être repris à mauvais escient ou qu'elle n'a pas confiance, évidemment que ça ne donnera rien. Mais quand la confiance est établie, je pense que ça peut être magique. Sylvie, pour le mot de la fin, tu as un conseil à donner aux employés, un conseil aux reprenants, un conseil aux cédants. Aux employés, j'aurais envie de vous dire... osez dire. Très important. Soyez courageux. Soyez courageux. Osez dire parce que vous pensez peut-être qu'ils ne veulent pas votre opinion, mais ils la veulent oui et non. Mais je pense que oui, dans le fond de leur cœur, parce qu'ils veulent de la pérennité puis de l'harmonie. Osez, s'il vous plaît. Super important. Aux cédants, négligez pas votre passion. Puis quand vous aurez plus de liberté, négligez pas votre équipe multidisciplinaire pour être épanouie dans cette prochaine phase. Puis qu'on espère que vous allez vieillir longtemps, puis des passionnés crinqués à bloc comme dans le temps que vous aviez votre entreprise. On veut ça pour vous. Les étoiles dans les yeux, là, on veut que vous les gardez. Faites pour. Je ne dis pas que c'est facile. Entourez-vous. Vous allez y arriver. Vous êtes des courageux. Pour les repreneurs, mettez en place des structures de communication permanente. Ayez des rencontres rythmées. Faites vos suivis. Je pense qu'avec ça, vous allez garder votre crédibilité, puis vous allez garder contact avec votre monde, puis il va juste arriver du meilleur. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous autres. Merci, Christine. Merci. Et pour nos auditeurs, vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site Internet. N'hésitez pas et inscrivez-vous à votre plateforme de balado préférée. On est facile à trouver.